Bonjour à toutes et à tous. Imaginons que nous fonctionnions dans un système monétaire où les comptes des déposants sont tout à fait déconnectés de la comptabilité des organismes monétaires. Dans une telle situation, comment les opérations se passeraient-elles concrètement si les déposants voulaient épargner de l'argent et quand même prêter de l'argent qu'ils ont épargné? Utiliseraient-ils le même compte? Et comment financer les entreprises, et même les particuliers, qui ont besoin par moment de sommes d'argent importantes pour leur développement? Lors de la fameuse rencontre civilienne numéro 11, celle où sont présentées les trois qualités de la monnaie, l'économiste franco-suisse Michel Laloux éclaire ces questions et surtout, il nous présente un dispositif imaginé pour répondre à ces besoins. Ce dispositif est présenté dans la séquence suivante. Maintenant, comment ça peut se passer concrètement? Si on passe à un système d'IMP, d'institut de monnaie de paiement, où il y a une déconnexion totale avec des dépôts dans le sens où on l'entend habituellement, comment se passent les échanges finalement malgré tout entre les personnes qui veulent effectuer des paiements ailleurs, si elles veulent aussi éventuellement épargner de l'argent, est-ce qu'on utilise les mêmes comptes? C'est peut-être le moment d'un peu d'entrevoir ce qui changerait aussi sur le plan du rapport avec ce qu'on appelait traditionnellement l'épargne. Voilà, c'est ce qu'on appelle les opérations entre deux comptes en monnaie de paiement. Hein. C'est le titre de la dia. Alors, on a disposé à gauche le compte A du client A et à droite le compte du client B. Alors, on va regarder d'abord les comptes du client A. On voit qu'il y a, c'est pareil pour le client B, il y a le compte de paiement qui va permettre de faire toutes les transactions. Et en dessous, il y a un compte de consommation différé. On appellerait ça aujourd'hui de l'épargne, mais l'épargne, ça sous-entend souvent qu'on fait travailler son épargne et qu'on espère, comme on dit, que son argent fera des petits. Je préfère le terme de consommation différée et ça va prendre son sens un peu plus dans ce qu'on verra après. Hein. Le compte de paiement, vous pouvez faire des retraits en espèces. Si vous avez une carte bancaire, bien sûr, à ce moment-là, vous pouvez le faire dans des distributeurs d'autres institutions que l'Institut de monnaie de paiement, parce que peut-être que lui-même n'en aura pas. Il y a peu de chances que les instituts de paiement aient des agences avec des locaux et une machine qui distribue les billets. Les retraits en espèces, on reviendra peut-être sur cette question des espèces un peu plus tard, mais ça sera extrêmement marginal. L'essentiel tendant à se faire le plus possible par les virements, les cartes bancaires. Hein. Et j'ai encore mis les chèques, bien que dans beaucoup de pays, le chèque ne soit plus utilisé. Hein. Donc le chèque est appelé à disparaître, même en France. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais c'est clair qu'on va dans cette direction-là. Entre le compte A et le compte B, il y a la possibilité de virement, de transactions par carte bancaire et éventuellement donc par chèque. Transaction par carte bancaire, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, le compte B, mettons que ce soit celui d'un commerçant, vous allez acheter quelque chose, vous payez avec votre carte et votre compte A, hein, vous êtes titulaire, vous, du compte A, il va être débité de cette somme et qui arrivera sur le compte B. Les transferts de marchandises et de services seront réglés en miroir par l'Institut de monnaie de paiement, hein, qui fera le nécessaire pour ça. Et là, de ce point de vue-là, aujourd'hui, vous avez un nombre assez important de services de monnaie de paiement qui font cela. Notamment, par exemple, l'organisation qui s'appelle Lydia, hein, et qui est très développée dans les milieux étudiants. Hein, ça a été son cœur de cible, si on veut. C'est un service de paiement qui s'est fait essentiellement pour les étudiants et qui permet les transferts avec une carte bancaire aussi,
mais aussi par une application entre deux étudiants, par exemple, avec chacun leur téléphone, peuvent se transférer de l'argent d'un compte à l'autre de cette façon-là. Mais il en existe d'autres que Lydia. Une autre chose qui pourra se faire aussi dans les transferts entre deux comptes de particuliers, là, c'est les prêts. Vous pouvez prêter à quelqu'un de l'argent du compte A au compte B, à condition qu'il s'agisse de particuliers. Et la prochaine fois, on verra qu'est-ce qui se passe avec les entreprises, hein, pour le prêt aux entreprises. Voilà, ça c'est un cas, par exemple, un oncle prête à un neveu ou à une nièce de l'argent pour qu'il puisse finir ses études ou acheter une maison, ou je ne sais. Eh bien, dans ce cas-là, le prêt est possible, sous réserve, bien sûr, de la législation de l'État qui peut limiter les prêts entre particuliers. Sous réserve de ça, les prêts pourraient se faire de compte à compte de cette façon-là. Mais pas dans le cas du prêt à une entreprise. Alors, regardons maintenant un autre aspect très très important, c'est ce qui se passe en fin d'année lorsque il vous reste de l'argent sur votre compte. Dans ce cas-là, vous voyez cette flèche en forme de courbe, hein, il y a un virement du solde en fin d'année sur le compte de consommation différé. Je précise que ce que je vais décrire, la forme que je vais décrire maintenant, est une des formes possibles. On pourrait en imaginer d'autres, hein, mais elle amène une notion qui est fondamentale, je pense, par rapport à la monnaie. C'est le fait que la monnaie que l'on reçoit, par exemple, sous forme de salaire sur son compte de paiement, hein, eh bien, cette monnaie-là, elle est faite pour être utilisée, en gros, dans le mois qui suit, un petit peu plus. Hein. Si par exemple, vous savez que vous avez des échéances, une assurance de voiture, par exemple, qui tombe tous les 6 mois ou tous les 3 mois, vous mettez de côté un petit peu pour pouvoir, le moment venu, payer cette facture-là. Cet argent que vous avez sur votre compte de paiement, il correspond à une activité économique qui s'est faite à un moment donné. Vous pouvez différer un petit peu sans perturber trop l'économie, mais si vous différez trop, et là je prends la limite d'une année maximum, hein, si vous différez trop, là vous allez avoir quelque chose qui ne correspond plus tout à fait à la situation de l'économie. Parce que si par exemple vous voulez payer quelque chose dans 14 mois, vous recevrez vos salaires le 13e et le 14e mois, donc par exemple en mars, avril, mai de l'année prochaine, hein, puisqu'on est en mars là maintenant, et l'économie aura considérablement changé à ce moment-là. Et les droits à la consommation qui sont sur les différents comptes ne seront plus un reflet, je ne veux pas dire absolument précis, il ne faut pas être vouloir trop la perfection dans ce cas-là, mais la tendance est que l'argent, les droits à la consommation que l'on a à un moment donné, soient le reflet de l'économie actuelle. À ce moment-là, ça évite que l'argent n'ait tendance à être utilisé pour autre chose que pour l'économie réelle, c'est-à-dire de dire, en attendant, je vais le placer pour qu'il me rapporte. Pour éviter ça, je rappelle le tout premier schéma qu'on a vu, hein, pour éviter que la monnaie prise dans cette tension entre marchandises et moyens de paiement, comptabilité, hein, à ce moment-là, il est important de prendre des mesures qui vont permettre ça. Oui, voilà le schéma qu'on a sous les yeux maintenant. Hein. Cette tension-là, il ne faut jamais l'oublier. Il s'agit pour résoudre cette tension, il s'agit de prendre des mesures qui, dans certains cas, peuvent être coercitives, hein, et qui font que la monnaie ne tende pas à s'accumuler, car à ce moment-là, elle aura tendance à redevenir marchandise. Hein. J'imagine la situation suivante, Michel. Je suis entrepreneur, j'ai une comptabilité, et ma comptabilité ne reflète plus suffisamment la réalité économique de mon entreprise.
Ça peut arriver si je fais des erreurs de comptabilisation, par exemple, si je sous-évalue ou surévalue un stock, par exemple, de marchandises, ou peu importe, hein. À ce moment-là, je vais donc avoir une comptabilité qui est un miroir déformant, plus ou moins déformant, et je vais donner des orientations, des décisions dans mon entreprise qui vont être d'autant plus erronées que le miroir est déformant. Ouais. Et donc, je risque de me casser la figure, de créer des dégâts à gauche, à droite, de manière interne ou externe à l'entreprise. Donc, il y a une nécessité de tendre à être le plus fidèle possible, d'une façon générale dans la comptabilité. Et si je comprends bien ce que tu dis ici, avec le compte de paiement, si ce compte de paiement, finalement, l'ensemble des comptes de paiement ont tendance à être surévalués ou sous-évalués ou que sais-je, par rapport à l'état réel de l'économie, ça va amener des désordres, des déséquilibres plus ou moins importants dans l'économie. Et donc, il y a comme enjeu que de veiller à ce que ce miroir tende à être le plus fidèle possible. Ce que tu exprimes là m'évoque cette image-là. C'est donc pas une question théorique qu'il faudrait théoriquement, parce que théoriquement on a dit que, ou c'est pas une question idéologique, c'est l'économie réelle qui nécessite d'avoir un miroir fidèle, le plus fidèle possible. Et justement dans l'économie réelle, bien, les biens dont la monnaie reflète dans un certain sens les valeurs, les biens, eh bien, ils ne gardent pas leur valeur. Si j'achète du beurre, aujourd'hui, dans 2 mois, il ne vaudra plus rien ce beurre. Hein, même si je l'ai stocké, si je l'ai gardé quelque part. Même la valeur du fromage ne cesse pas de baisser, je dirais, dans un commerce, parce que le fromage perd un peu de son eau, et donc il perd du poids, et donc il ne cesse pas. Donc tout perd de la valeur en économie, et donc s'il y avait dans notre système comptable, y compris la monnaie, quelque chose qui garderait éternellement sa valeur, on va forcément introduire un biais. On a une déformation qui va apparaître dans le miroir. C'est un peu comme ça que je comprends ce que tu viens d'exprimer ici, formulé sous forme d'image, quoi. Oui, mais c'est très bien d'apporter ces précisions, merci beaucoup, hein, parce que ça permet de concrétiser la chose, hein, tout à fait. Hein. Et alors, il faut se demander, mais alors qu'est-ce qui va se passer sur le compte de consommation différée? Eh bien, si vous laissez votre argent sur ce compte pendant, mettons, 3 ans, 4 ans, ce que je propose, hein, c'est que cet argent perde 10% de sa valeur chaque année. Ça veut dire que il n'y a qu'à calculer hein, ce que ça ferait, 10% de 1000 euros la première année, 10% des 900 euros qui restent la deuxième année, plus, etc. Votre épargne aura perdu considérablement de sa valeur. Mais il y a moyen d'éviter ça, c'est en prêtant son argent à une entreprise. Et ça, c'est ce qu'on verra la prochaine fois quand on traitera la monnaie de prêt. Si vous prêtez votre argent, à ce moment-là, il va servir à quelque chose dans l'économie, il va permettre d'enclencher en quelque sorte une nouvelle activité économique. Hein. Donc il ne sera pas un poids pour l'économie, mais au contraire un facteur dynamisant de l'économie. Donc dans ce cas-là, vous ne perdrez pas 10% chaque année. Si vous laissez 5 ans votre argent, vous perdrez simplement au moment où votre argent revient sur le compte de consommation différée. Ça veut dire que l'institut de financement à qui vous l'avez confié pour le prêt, cet institut de financement, quand il vous rend cet argent, il arrive sur votre compte de consommation différée, et au moment où il repasse sur le compte de paiement, alors à ce moment-là, il perd 10% de sa valeur, mais c'est seulement, ça veut dire que sur, mettons, 5000 que vous avez donc vous avez décidé de différer la consommation, eh bien, vous perdrez 500 euros au total, alors que si vous aviez perdu 10% pendant 5 ans, ça ferait beaucoup plus, bien sûr. Hein. Au total, ça revient, on traitera la question de l'intérêt la prochaine fois, hein, ça revient quand même à une sorte d'intérêt sans en être un.
C'est-à-dire qu'au total, sur 5 ans, vous aurez malgré tout eu un peu plus de 6% de votre argent qui aura été préservé de cette façon-là. Donc c'est finalement pas mal. Hein. On est là encore ici avec une logique tout à fait différente et nouvelle. Dans le système habituel, si j'ai de l'argent sur de l'argent dit de consommation, dans ce cas-ci sur le compte courant, je m'attends à ce qu'il ne perde pas de valeur du tout. Ce qui est d'ailleurs faux parce qu'il y a une inflation, mais enfin on va faire comme s'il ne perdait pas de valeur. Hein. Et lorsque cet argent est confié à une structure qui va le prêter, je m'attends à avoir des intérêts. Dans ce cas-ci, ici, avec ce concept, en somme, il y a constamment un vieillissement, on peut dire, de cette monnaie de consommation pour rester fidèle à l'économie, où de toute façon rien n'est éternel. Il y a un vieillissement, mais ce vieillissement peut être ralenti, si j'ai bien compris ce que tu as dit, lorsque cette monnaie de consommation, elle est confiée pour redynamiser l'économie. C'est-à-dire qu'elle va être prêtée à des entreprises, dans le sens large de ce terme, qui vont pouvoir développer des activités. Alors là, déjà, le vieillissement, on pourrait dire, il est ralenti. Mais si c'est une sorte de crème anti-rides pour le... C'est une crème anti-rides. Voilà, c'est une crème anti-rides, exactement. Et si par contre il stagne, alors là, le vieillissement devient accéléré, s'il n'est pas utilisé. C'est ça. Oui, oui, tout à fait. Hein. Ouais. Ça, c'est des mesures. C'est d'ailleurs intéressant de voir que ceux qui mettent en place des monnaies dites complémentaires ont aussi un mécanisme de vieillissement de l'argent. Hein. Donc c'est pas une notion totalement inédite. Hein. Mais voilà, je ne vais pas plus loin par rapport aux monnaies complémentaires, hein, mais ça a déjà été imaginé par différents économistes. Hein. Et parfois, on peut confondre ce que tu proposes ici avec certains mécanismes qui sont mis en œuvre par des économistes dans des monnaies complémentaires, parce que ce ne sont pas les mêmes raisons, ni les mêmes intentions notamment, ni les mêmes mécanismes. Je pense ici à la monnaie fondante de Silvio Gesell, que je fais que mentionner en passant, hein, où l'idée de fond, c'est de se dire on va dynamiser l'économie. Si on fait perdre de l'argent à la monnaie constamment, alors les gens vont vouloir l'utiliser le plus vite possible et faire beaucoup de dépenses. Et ça va permettre de booster l'économie. Ce n'est pas le même concept hein, ici, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc je vous inviterai à revisionner à nouveau la vidéo quand elle sera mise en ligne et vous verrez, si vous êtes attentif, vous verrez bien que ce n'est pas les mêmes objectifs au départ. C'est plutôt vraiment lié à la nature de l'économie dont les valeurs ne cessent pas de décroître quand elles ont été créées. Donc nous cherchons à avoir un miroir fidèle quoi, à l'économie. Oui, parce qu'il y a une conception de la monnaie qui est totalement opposée à celle qu'on a développée ici chez Silvio Gesell. Ça, c'est aussi à noter. Hein. Lors de cette rencontre civilienne numéro 11, un auditeur nous a demandé « Oui, mais quel circuit monétaire est prévu pour l'argent vieillissant ?» Sa question signifiait notamment ceci « Que devient en quelque sorte l'argent usé, celui qui est devenu vieux ? Est-il détruit ? Peut-il encore servir à quelque chose ? Voici un extrait de la rencontre civilienne numéro 13 qui concerne la monnaie de prêt et les instituts de monnaie de financement. Cet extrait permet déjà d'entrevoir une première réponse à ces questions, laquelle sera détaillée lors de la rencontre civilienne numéro 14. Voilà, cette personne pose la question suivante. Quel circuit est-il prévu pour les sommes prélevées sous forme d'usure de la monnaie, s'il vous plaît? Donc, on peut faire réapparaître notre écran ici. Hein. Tout à l'heure, tu nous as bien expliqué que lorsque de l'argent stagne sur le compte de paiement de monsieur Untel, ou s'il stagne sur son compte de consommation différé, cet argent va perdre de la valeur. C'est l'usure dont tu parlais tout à l'heure. Et donc cette personne nous demande, mais qu'advient-il de cet argent? Alors, réponse dans la prochaine rencontre civilienne, mais je vais le dire quand même tout de suite maintenant, c'est en fait
la monnaie, elle devient monnaie de Contribution. contribution. Merci. Voilà, c'est-à-dire que ça va venir alimenter la monnaie de contribution. Ce sera un des vecteurs d'alimentation de cette monnaie de contribution qui servira au financement de l'économie non marchande. Hein, ça va être un gros chapitre la prochaine fois. D'ailleurs, je ne sais pas si on arrivera à le traiter en une seule fois ou s'il faudra, comme pour la monnaie de prêt, deux séances pour le faire. Vous allez prendre connaissance dans la capsule vidéo suivante d'un des concepts et d'une des mesures les plus révolutionnaires. Et oui, encore une qui permet de financer l'économie, notamment les entreprises, de ne plus dépendre ni des marchés financiers, ni de l'argent des déposants. Elle constitue un des dispositifs pratiques les plus importants à mettre en œuvre pour prévenir la survenance de tout crash bancaire. Cette capsule s'intitule « Des prêts gérés par la société civile et qui ne dépendent plus des capitaux passés. Le prêt est orienté futur », une conception révolutionnaire bien sûr. Les concepts clés relatifs à la monnaie et à l'argent, ainsi que des propositions de dispositifs opérationnels possibles, sont présentés sur le site www.civilia.info au cours des rencontres civiliennes numéro 10, 11, 12, 13 et 14. Vous pourrez approfondir encore en prenant connaissance dans le livre Dépolluer l'économie, tome 1, Révolution dans la monnaie, qui existe aussi en langue anglaise.